Cette semaine, à la version longue, je reçois M. Pierre Lagrenade. C'est un homme qui a passé sa vie dans les syndicats, dans les batailles syndicales, mais il a été aussi dans les CLSC au début, toute l'organisation communautaire. On va parler vraiment de tout ça. C'est quelqu'un que j'avais croisé sur quelques tournages à l'époque. Et c'est quelqu'un, je me rendais compte, qui est de tous les combats, quelqu'un de franchement sympathique. Et ça faisait longtemps que je voulais le recevoir. Alors, c'est fait maintenant. Voici l'émission. J'espère que vous allez apprécier. Monsieur Lagrenade, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un peu surpris. Comment ça, vous m'invitez? C'est ça, vous avez été sur mon radar depuis longtemps. Puis quand j'ai commencé cette émission-là, j'avais fait une liste, puis votre nom était là. Mais je savais juste pas comment vous rejoindre. J'ai essayé de trouver quelqu'un. Puis je pense que j'ai fini par écrire à Coton46 sur Facebook, quelqu'un qui m'a mis en contact avec vous. On va parler de tout ça, tu sais. Bien. Mais j'ai envie de commencer. Là, on est le 4 octobre. On est le lendemain de l'élection. Oui. Je ne veux pas nécessairement parler de l'élection. Écoute, les médias en ont parlé abondamment. Mais j'ai envie de parler, en fait, parce que c'est drôle, je parle beaucoup avec mes amis ces derniers temps, puis je tombe facilement dans le cynisme, dans l'apathie. Puis, en fait, je suis fait venir pour m'aider, tu sais, parce que j'ai un parcours de militant, tu sais, vous êtes allé un peu partout. Est-ce que ça vous arrivait d'avoir des moments un peu de cynisme ou de dire on pousse sur des trucs, mais est-ce que ça devient fatigant avec le temps? Des moments de découragement, peut-être, mais de cynisme, non. Je veux dire, c'est fort. Je veux dire, c'est parce que le cynisme, ça mène nulle part, ça mène à l'inaction, ça mène à... Et dans le fin fond, si on regarde ça, là, je veux dire, la seule et unique façon de ne pas arriver à atteindre un objectif, c'est ne pas bagarrer pour y arriver. Je veux dire, ça, c'est la seule façon là, on est sûr qu'on ne va pas y arriver. Par ailleurs, ce que j'ai appris de mes expériences, c'est que à lutter, on ne gagne pas toujours, mais on fait quand même avancer les choses. Je veux dire, les changements profonds, ça arrive rarement d'un coup sec. C'est une longue maturation. C'est planter l'idée dans la tête de quelqu'un. Tu sais, c'est de planter l'idée un peu. En tout cas, ouais. Et c'est le résultat de luttes cumulées. Ouais. Alors, de ce point de vue-là, non. Je veux dire, en tout cas, je me suis toujours méfié du cynisme comme étant, une attitude qui nous neutralise complètement. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, veut dire, non, ça veut dire découragé, oui, des fois. Fâché. Des fois, oui. Ouais. Mais ça vous vient de où, cette fibre-là militante, cet engagement, on va dire, communautaire ou sociétal? Ou, Oh, ça serait compliqué. Je ne veux pas vous conter ma vie au grand complet, là. On a un peu de temps, mais on peut y aller. Écoute. Dans ce cas-là, il va falloir que je te raconte une histoire qui est peut-être en tout cas, je n'aime pas ça, raconter ça, là, mais quand j'étais un petit enfant, quand j'avais probablement 10-12 ans, quelque chose du genre, j'étais en train de dîner avec ma famille et on habitait dans une maison qui était une propriété de mon grand-père. Okay. Et à l'arrière, tu vois, c'est compliqué mon affaire. À l'arrière, il y avait un escalier en métal et il y avait un monsieur qui était en train de peinturer l'escalier, de rénover et peinturer l'escalier de métal.
Et moi, mon père travaillait dans une usine dont il était propriétaire, une usine de chaussures. Okay. Et mon père était de dos à la porte, là, mais c'était en été, puis la porte était ouverte. Juste avec un... en tout cas, c'était là, complètement ouvert, juste avec un screen, un moustiquaire, excuse, un moustiquaire dans la porte. Et mon père disait, je me souviens, et moi j'étais assis à l'autre bout de la table. Et mon père disait, tu vois-tu, il expliquait à ma mère, tu vois-tu comment est-ce que c'est qu'il y a du monde qui n'ont pas d'allure? Il dit, regarde, mon père, là, parce que mon grand-père, lui, il disait, mon père a donné de l'ouvrage à ce monsieur-là qui est en train de peinturer l'escalier parce que, veut dire, pour y donner une chance, parce qu'il l'avait mis au chômage, puis là, il l'engage sur Swasley pour venir peinturer la chose. Mais il dit, tu ne devineras jamais ce que c'est qu'il a fait. Il dit, avec sa première paye, il est allé s'acheter un 5 livres de biscuits au chocolat pour ses enfants. Je te raconte ça parce que moi, j'ai vu que le monsieur entendait ça. Okay, ouais. Et ça a été une expérience bizarre à dire, là, mais une expérience marquante. Il y a des affaires, des fois, qui se passent comme ça dans ta vie. Puis je te dis, j'avais 10-12 ans. Okay. Ça a été une expérience marquante pour moi. Je me dis, non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Ouais. Et c'est ce qui m'est toujours resté. En tout cas, comme background, en tout cas, je veux dire, non, il y a du monde, ce gars-là, je veux dire, en tout cas, moi, nous autres, on en mangeait des biscuits au chocolat, puis lui, parce qu'il voulait donner des biscuits au chocolat à sa famille, il était un gars qui n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Il a tout dépensé sa première paye pour ça, mais tu sais, je veux dire... En tout cas, c'est bizarre à dire, là, mais je te raconte ça. J'aime pas ça raconter ça, mais parce que ça a l'air niaiseux un peu. Non, mais je te dis, pour moi, là, ça a été une expérience centrale dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là que je me suis même mis en retraite de ma famille, veut dire, en tout cas, jusqu'à un certain point. Et veut dire, non, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Et ça a été, veut dire, en tout cas, sincèrement, le point de départ, ou en tout cas, le point d'accroche à partir duquel mes engagements par la suite se sont poursuivis. Okay. Oui. Non, mais c'est bien, parce que c'est ça, vous avez vu ce que vous avez jugé comme, pas injustice, c'est un gros mot, mais une espèce de quelqu'un qui regarde de haut une autre personne, puis tu te dis, ben, cette personne de travail, elle essaie de faire ce qu'il peut. Une injustice. Pour moi, une injustice profonde. En tout cas. Mais, donc, c'est ça, ça a culminé, mais là, comment ça s'est transformé vous êtes tombé dans les CLSC, en fait, ça devait commencer. Vous êtes arrivé dans quel moment? Ce que c'est qui est arrivé, c'est que j'ai poursuivi mes études en service social à l'époque. Okay. Mais dans la première branche qui s'appelait l'organisation communautaire. La première fois qu'en service social, il y avait une option en organisation communautaire. Okay. Ce qui m'a amené à être parmi le petit groupe des premiers qui ont mis en place l'animation sociale à Montréal, et par la suite, travailler au CLSC ici à Châteauguay et impliqué beaucoup dans ma communauté où est-ce que je demeure à Valleyfield. C'est ça. Ouais. Mais donc, c'est ça, fait que c'était comme les débuts là, du communautaire. Dans le fond, l'organisation, il y avait. Parce qu'avant, c'était plus l'Église qui gérait un peu c'est ça, y avait-tu comme une transition entre les deux, entre le fait que c'est vraiment les groupes citoyens qui se mobilisent pour faire des choses? C'est vrai, la question de l'Église, là, de fait, qui était... mais moi, j'étais à l'époque de la déconfessionnalisation peu, de la laïcisation, en tout cas, et de l'implication, d'une implication citoyenne qui était en évolution avec, à Montréal, a fait partir à un moment donné les citoyens face au pouvoir, en tout cas.
Mais c'était l'époque, effectivement, de la déconfessionnalisation et de l'implication citoyenne, sur une base citoyenne, point. Bon, voilà, Et dans une époque où l'intervention communautaire dans les CLSC a représenté quelque chose d'extrêmement intéressant. Sincèrement, moi, j'en revenais pas. J'étais payé pour faire ce que c'est que j'aurais fait, même si je n'avais pas été payé pour. Non, mais c'était vraiment fantastique, là, en tout cas. Puis, même une fois que j'ai eu fini que j'ai pris ma retraite, je me disais, je suis payé par mon fonds de pension pour continuer à faire ce que c'est que j'ai toujours... mais dans ma vie, même, avoir été payé pour faire ce que c'est que j'aurais fait, là, en tout cas, qui correspondait à mes valeurs. Puis voilà. Mais peut-être pour expliquer concrètement, vous faisiez quoi? Vous avez dit ça doit être plein de choses, mais aider à mettre sur pied des organismes? Des trucs... La mise sur pied d'organismes, c'est-à-dire, c'est que, en tout cas... Dans la société dans laquelle on vit, les gens qui sont les plus mal pris sont généralement isolés, mal organisés, et c'est de leur donner des moyens pour être capable de s'organiser un peu plus. Dans le cas de Châteauguay, par exemple, où j'ai été intervenant dans un CLSC, ça a été les débuts de la lutte contre un problème d'environnement extrêmement important avec la contamination de la nappe souterraine à Mercier. J'étais impliqué là-dedans. Par la suite, beaucoup autour du problème du logement ici à Châteauguay. On en parlait même à cette époque-là. La mise sur pied de la rencontre châteauguoise, la mise sur pied puis l'évolution de la rencontre châteauguoise pour créer un lieu de rencontre des gens qui étaient plus isolés, c'est ça. Et de leur permettre d'avoir des moyens pour défendre se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. Voilà. Ça. Et la rencontre châteauguoise, ça me fait penser, quand vous me dites, c'est où vous avez entendu parler de moi, mais on avait fait un truc, le groupement citoyen là, qui était pour l'hôpital à Vaudreuil, là, mais ça, c'était il y a plusieurs années, là, quand c'était encore nébuleux le projet. Vous étiez là-dessus? Puis après, j'avais fait une émission sur la rencontre châteauguoise. Puis c'était Vicky Gaudet qui était directrice à ce moment-là. Puis elle avait fait venir Carlos Borges. Oui. Mon camarade de travail, Carlos, un des fondateurs. Et c'est là, quand il s'est mis à parler de la fondation, là, il a mentionné votre nom. Puis là, je fais attends, je connais M. Lagrenade. Là, j'ai fouillé. Mais il était à Châteauguay. C'est là que tout a comme s'est mis dans ma tête. Bon. Puis là, j'ai fait OK, je vais savoir. Mais mais ça vous fait quoi justement de dire un truc comme la rencontre châteauguoise, de dire ça a été créé X nombre d'années, c'est encore là, puis de savoir que puis pas d'une manière sans se monter l'ego, mais de dire j'ai quand même aidé à monter des trucs qui sont encore là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même une fierté là-dedans? Bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. En tout cas, que des choses ont duré. Une autre initiative que j'ai été impliqué, c'était les habitations au Beau Soleil, qui était une espèce d'OSBL, de HLM, famille, où les gens devenaient un peu copropriétaires de leur logement. Mais c'est ça. En tout cas, fondamentalement, j'allais dire la prise de pouvoir. C'est pas la prise de pouvoir vraiment autant que ce que c'est qui pourrait être souhaitable, mais la capacité de faire valoir ses intérêts et d'améliorer son sort. En tout cas, en se regroupant, ça donne cette capacité-là de mieux défendre leurs intérêts à ceux qui sont les plus mal pris dans notre société. Oui, c'est ça. Ouais. Puis moi, on dirait que je me dis tout le temps, ça va de soi, le communautaire, puis qu'on devrait en faire plus pour supporter tout ça, mais on dirait que ça va pas de soi pour tout le monde. Là. Mais c'est peut-être parce qu'ici aussi, j'ai côtoyé beaucoup, comme étant justement une télé communautaire, on est là-dedans un peu, mais que j'ai fait beaucoup d'émissions sur des organismes, puis tu te rends compte qu'il y a du monde qui travaille fort avec très peu.
tu te rends compte que c'est ça le vrai dernier filet social, en fait. Là, c'est eux qui aident les gens où ils n'ont nulle part où aller. Puis ils le font avec très peu d'argent, malheureusement. Puis c'est un peu, comme parce que vous disiez, j'étais payé pour le faire, je l'aurais fait gratuit, mais c'est un peu ça, des fois, dans le commentaire, on dirait l'espèce de catch-22, permettez-moi l'anglicisme, mais les gens, mais ils sont tellement dévoués, ils veulent tellement aider les autres que ils sont capables de le faire avec peu. On dirait que des fois, il y a cette mentalité-là, peut-être chez certaines personnes, mais ouais. Ben, fondamentalement, c'est des gens qui agissent avec conviction. Ouais, Bon, là, tu as raison de dire que c'est avec très peu de moyens. C'est vrai, puis bagarrons pour qu'il y ait plus de moyens, mais d'abord et avant tout, c'est des gens qui agissent par conviction. Fait qu'à ce moment-là, c'est la clé. C'est ça qui est la clé. Et c'est... je ne veux pas dire par là que l'argent n'est pas important. Au contraire, c'est d'avoir des moyens pour être capable de mieux s'organiser, mais la base de l'affaire, c'est pas l'argent, c'est la conviction. Oui, c'est ça. Encore, je ne veux pas dire par là que ça n'a pas d'importance, l'argent, au contraire. Mais le fondement de l'action communautaire, de l'action citoyenne, c'est d'abord une question de conviction. Oui, c'est ça. Parce que là, je ne me rappelle plus des chiffres là, comme ça, parce qu'on se parle, là, mais je me rappelle que le communautaire a fait beaucoup de demandes dans les dernières années. Il y avait des moyens de pression. Là, tout. Le communautaire s'est réuni ensemble. Puis quand tu voyais le manque à gagner, c'était pas un chiffre qui était si gros. Dans le sens, dans le budget du Québec, c'est pas un montant qui est si énorme pour juste insuffler un peu de vie, un peu plus de vitalité là-dedans. En tout cas, je pense là, dans ma tête. Ouais. Puis, l'autre affaire aussi, c'est l'idée du financement à la mission au lieu de par projet qui peut juste dégager un peu les directions. Tout le temps remplir de la paperasse pour j'ai un projet X, un autre projet, mais ça te prend du monde à faire là. Juste au lieu de... Je vois que tu connais bien le milieu communautaire. Oui, ça fait plusieurs années que je travaille ici, que j'ai côtoyé beaucoup de... Non, mais c'est vrai. En tout cas, le financement de la mission plutôt que... parce que quand tu y vas par un financement par projet, tu es toujours en plein... en recommencement, puis tandis que un financement sur la mission que se donne l'organisme, à ce moment-là, l'organisme n'est pas obligé d'essayer de se trouver des trucs pour avoir accès à la subvention qui permettent tel petit projet. Puis, en tout cas, c'est un problème de fond. Au niveau du communautaire, de fait, c'est tout à fait juste. Là, parce que l'idée aussi, c'est que c'est de libérer du temps, en fait, parce que les directeurs, les directrices passent beaucoup de temps juste dans la paperasse. Voilà. Ils pourraient même eux-mêmes mettre la main à la pâte des fois, au lieu d'être comme là, il faut que je trouve là, faut que. C'est comme juste un recommencement. Même juste nous ici, nous, on est avec le ministère de la Culture, des Communications, évidemment. Là, mais à chaque année, ma patronne doit re-remplir des trucs, mais tu fais comme ça n'a pas changé de l'année passée. On peut te remettre le bilan financier. Tu peux voir, regarde, il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu rien. Mais le reste qu'à remplir, ça y prend une semaine. Ça n'a pas changé. On est encore la même organisme, la même vision, mais il faut recommencer à tout écrire. Cette mentalité-là de la gestion, on va dire, et de la paperasserie, moi, te dire, c'est un mange-temps épouvantable, et soit dit en passant, autant dans le communautaire que dans le public aussi. Là, au CLSC, on se plaignait de la même affaire. Là, des rapports et des faire des statistiques qui servent à rien, veut dire en tout cas qui n'a aucun rapport avec le travail concret qu'on fait sur le terrain. On devrait travailler avec une gestion par objectif, pas une... En tout cas, peu importe, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est ça. On va revenir un peu. Tantôt, vous disiez, vous avez, dans ces années-là, CLSC, il y avait aussi la partie logement. Puis je me disais, c'était un problème à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. C'était quelque chose qui était quand même assez présent à l'époque. Ça ressemblait à quoi le problème de logement, mettons, dans ces années-là? C'est le manque de logement ou la qualité? Dans le cas de Châteauguay, c'était assez spécial.
Châteauguay, c'est une ville de beaucoup de bungalows où les gens sont un petit peu au-dessus de la moyenne québécoise au niveau socio-économique. Ce qui fait que quand tu étais pauvre, quand tu es pauvre à Châteauguay, là, tu es quasiment plus pauvre qu'ailleurs. Plus pauvre qu'ailleurs parce qu'il y avait peu d'organismes, peu de logements. Abordable. La quantité de gens que j'ai vus, en tout cas, je trouvais ça effrayant à un moment donné, là. Une jeune mère monoparentale qui vivait dans le sous-sol d'un propriétaire d'une maison dont les enfants étaient partis puis qui était tout seul, qui avait loué son sous-sol dans des conditions vraiment... En tout cas, cette situation-là, en tout cas, au niveau du logement, était dans le budget d'une personne, là, il y a deux affaires, là, la bouffe et le logement. Là. En tout cas, c'est assez... une fois que ça, c'est réglé, mettons que, en tout cas, tu es capable de te débrouiller un peu mieux pour le reste. Là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins, mais mettons que le logement, c'est la question centrale. Et, en tout cas, et s'il y a de quoi, c'est un problème encore plus grave aujourd'hui avec la montée des loyers, là, et du coût des maisons. C'est ça. Fait que et je dois dire que dans le cas de Châteauguay, il y a eu une action vraiment fantastique qui a été faite à ce niveau-là, au niveau des HLM, au niveau des HLM personnes âgées, HLM famille, des OSBL, de logements sociaux, de logements abordables, en tout cas... Et tant mieux. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais Châteauguay est devenu, au niveau du Québec, un endroit exemplaire en termes de logement social, de fait, et de logement abordable. Oui, il y a quasiment une expertise. Là, il y a OMH, il y a Solide, il y a comme une couple de regroupements qui sont ici. Puis qui Solide, d'ailleurs, c'est comme intéressant, là, qui achètent des buildings tranquillement, puis ça leur... Qui sortent du marché spéculatif. Oui, c'est ça. Moi, j'habite Verdun. Ils en ont acheté un à Verdun, je pense, au printemps. Fait que là, tranquillement, on dirait que ça s'étend. Fait que, oui. C'est intéressant. Une action très, très intéressante, de fait, et qui fait un changement important pour les personnes qui ont peu de moyens. Oui. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Et parce que même l'autre fois, j'aime bien faire des jokes dans la vie, mais je disais à mes amis un peu en joke, mais j'étais comme... tu sais, parce qu'on voit les loyers monter. Moi, je suis dans un appartement, je veux dire, j'ai un bon salaire, je suis comme dans la moyenne. Théoriquement, ça va, mais tu vois, les salaires, les logements montés, puis je fais, OK, si je perds mon logement, tu sais, qui est comme... que lui, il n'a pas trop monté, mais si je veux aller ailleurs, si le mien se fait reprendre, là, tu fais, OK, ben là, la marche vient de monter haute. Puis là, des fois, je niaisais, je disais, ben, écoute, je pense que les prochains itinérants, ça va être nous, tu sais, avec les jobs avec les moyens salaires, parce que je suis comme, comment tu veux qu'on ajoute de quoi, qu'on se loue de quoi? C'est comme, c'est fou. Alors, le problème du logement et de la spéculation dans le domaine du logement et des maisons est rendu quelque chose de vraiment, pour un jeune comme toi, là, t'acheter une maison, au palais, en tout cas, bonne chance. Mais c'est ça. Il reste encore énormément de travail à faire là, dans ce domaine-là, pour rendre... Sortir cette question-là de l'habitation, de la spéculation, parce que c'est surtout la spéculation qui est en cause. Exactement, c'est ça. C'est comme si... Qui ne correspond pas à la valeur réelle des choses. Non. La valeur réelle des choses, c'est ce que c'est que ça a pris comme énergie, comme travail pour bâtir une maison. Ça va. Mais après ça, là, en tout cas, basons le coût sur ce que c'est que ça a coûté, pas sur la spéculation. En tout cas. C'est un beau quartier. Fait que là, il y a ça va plus cher, ça, c'est ça. Ouais. Puis, puis là, à Montréal, il y a aussi, je veux dire, les condos, ça, c'est de la folie. Puis la fois aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est c'est les citoyens qui ont un peu un contrôle, tu sais, avec
l'aménagement du territoire. On peut aller au MRC, puis tout ça, puis comme parler d'aménagement, mais ça, on n'en parle jamais, d'urbanisme, d'aménagement, Ouais. Puis on laisse un peu on va faire des condos, on fait des condos, mais il n'y a pas de locatif. Ou puis c'est juste du condo de luxe, fait que si c'est loué, c'est 2000 en passant. Eh oui. Mais il y a quelqu'un que je connais qui s'est acheté un condo à Montréal, un nouveau truc en construction. Puis le gars qui fait construire ça, un moment donné, il disait un peu comment, mais tu sais, il est comme tout loué, mais il y a un 40% qui est acheté, mais que c'est des étrangers. C'est des achats étrangers. Ouais. Il y a personne qui habite dedans. Ouais. Mais il a été vendu. Fait que, Airbnb, là. Fait du Airbnb, mais même qu'il y en a qu'il n'y a personne dedans. Ouais. C'est juste un investissement de quelqu'un. Puis, fait que là, 40% de ce bloc-là, qu'il n'y a personne dedans. Incroyable. Tu te dis, OK, mais ça sert à quoi? C'est juste pour le portefeuille de quelqu'un, fait un placement, OK, j'ajoute ça, c'est un placement. Mais là, il y a 40% de ce bloc-là qui pourrait abriter des gens qui n'arrivent pas à se trouver un logement. C'est que ça me fâche à un niveau. Mais ça, on n'en parle pas dans les médias. Non, vraiment. un problème de taille, là, de fait. Ouais. Le temps avance, mais on a encore du temps. Y a-t-il d'autres souvenirs que vous gardez, en fait, de Châteauguay, de vos années ici, justement, de ce mouvement-là qui se créait, en logement, la rencontre châteauguoise? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous restent en tête de ces années-là? En tout cas, ce qui continue à m'intéresser, mettons, c'est l'action même que je continue à mener maintenant. Et bon, surtout dans mon coin, dans le coin de Valleyfield, une implication au niveau du mouvement syndical. Oui, c'est ça. Et une implication à un autre niveau également. En termes, un organisme que j'ai contribué à mettre sur pied il y a 25 ans. OK. J'appelle Café Agora. En tout cas, mais c'est un organisme qui organise une fois par mois à Valleyfield, qui organise une fois par mois des conférences sur différents sujets d'intérêt qui ont comme principal objectif de rendre accessibles les connaissances cumulées par des universitaires, des profs d'université qui donnent des cours à l'université, etc., mais pour qui les gens qui ne sont pas nécessairement allés à l'université ont peu accès. Alors, ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose de crucialement important. Que les connaissances soient diffusées largement. Fait que, je dis une fois par mois, là, en fait, c'est 8 à 9 conférences par année qu'on organise. Ça fait depuis 25 ans qu'on organise ça et c'est extrêmement populaire. On fait ça le dimanche matin de 10h à midi avec un petit déjeuner servi sur place, conférence, puis on rejoint entre, je te dirais, 50 et 100 personnes, dépendant des sujets abordés. Quand même. Et je te dirais que, en tout cas, je suis réjoui de ça, parce que la plupart des profs, souvent c'est des profs d'université, pas uniquement, là, mais la plupart du temps, c'est des profs d'université. Et on dit, vous me réinviterez, j'aime ça, venir jaser avec du monde qui aime ça m'écouter, qui ont l'air à être intéressés à m'écouter, qui ont l'air plus intéressés à ce que je dis que mes étudiants sont. Mais donc, ça, je trouve que c'est une action crucialement importante et qui permet d'élargir son esprit, d'accumuler, de rendre accessible des connaissances. La plupart du temps, c'est le mot d'ordre de Café Agora, c'est effectivement de rendre l'information accessible largement. Ça peut aller dans tous les pour sujets. Un monde, dans une perspective quand même assez claire, là, pour un monde solidaire. C'est ça. mais quand même. Et l'autre action pour laquelle je suis impliqué depuis plusieurs années, puis que personnellement je calcule super importante, c'est l'action syndicale.
L'action syndicale, mais surtout la perspective de l'action politique dans le giron syndical. Dans le cas de la région, chez nous, on a fondé, il y a encore là plus d'une vingtaine d'années, 23 ans, je pense, une coalition intersyndicale qui fasse qu'au-delà de leur étiquette syndicale, les gens se réunissent, pour se supporter mutuellement dans leur lutte à chacun, reconnaissant par là qu'il y a beaucoup plus d'intérêts en commun que d'intérêts particuliers de chacun des groupes syndicaux. Et en allant même plus loin que ça, de contribuer au développement de la région en on organisait, ça fait depuis effectivement de très nombreuses années, on organisait des différentes activités qui permettaient de ramasser de l'argent et d'investir un 5 000 $ à chaque année. À chaque année, la coalition intersyndicale investit un 5 000 $ auprès des groupes communautaires de la région, pour permettre de développer l'activité citoyenne, etc. Et, soit dit en passant, c'est, en tout cas, on devrait prendre plus clairement conscience de ça. Premièrement, de dire que le mouvement syndical, c'est un des endroits au Québec où est-ce que c'est qu'il est le plus important en Amérique du Nord. Ouais. C'est près de 40 % de la population travailleuse qui est syndiquée, et de très loin. Et il faut en prendre conscience clairement, de très loin, le mouvement syndical est le mouvement progressiste le plus important au Québec, avec des moyens. Et c'est à travers le mouvement syndical que l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie pour de multiples personnes s'est réalisée. Le mouvement syndical a joué un rôle crucial dans l'émancipation du mouvement féministe au Québec. Donc, en tout cas, ça c'est un autre engagement pour moi qui est vraiment important. Mais on continue cette action-là d'une coalition intersyndicale qui maintient la fibre militante dans toutes sortes de dossiers, comme celui dont tu me parlais, le problème de l'hôpital, où est-ce que c'est qu'on construit un bel hôpital à Vaudreuil, mais en bâtissant un bel hôpital à Vaudreuil, dans une région, disons-le, qui également est une région là, où est-ce que c'est que les gens sont plus... plus de la moitié de la région de Vaudreuil là, sont liés à des municipalités, Saint-Lazare, etc., qui font partie de la communauté urbaine de Montréal. C'est un petit peu le West Island de Montréal. Ouais, un prolongement du West Island de Montréal, avec généralement des conditions socio-économiques qui sont clairement au-dessus de la moyenne québécoise. Bon. Ils étaient en manque de services hospitaliers, puis ils étaient obligés de venir à Valleyfield ou aller au Lakeshore. Ça, c'est bien correct qu'on construise un hôpital dans leur coin. Oui. Mais le mot t'a dit problème, c'est que là, pour être capable d'habiller la région de Vaudreuil, il faut aller déshabiller l'hôpital de Valleyfield en coupant 10 services là. Ouais, sur cette question-là, le mouvement syndical dans la région, pas juste le mouvement syndical, soit dit en passant, le mouvement communautaire, mais le mouvement syndical s'est levé, en tout cas, a contribué au financement d'une étude qu'on a commandée à l'IRIS, qui conclut clairement que cette coupure-là des services à Valleyfield, bon, en tout cas, donc, cette action-là du mouvement syndical, je la trouve crucialement importante. Et elle a toujours été importante dans l'histoire du Québec. La lutte pour la hausse du salaire minimum, la lutte sur la question des changements climatiques, une implication du mouvement syndical sur ces différents aspects-là. Ça, c'est un autre aspect que je trouve important sur lequel je suis actif. Oui. Mais non, mais c'est bien correct. Là, moi, je vous écoutais. Là. Je veux vous écouter longtemps. Mais en fait, la transition s'est faite comment, dans le fond? Quand vous dites, là, je suis rentré dans le mouvement syndical, c'était à votre retraite ou c'était même avant ça? Ah ben non. Même avant ça, là, c'est ça. Du temps où je travaillais, de tout temps. Ouais. Je te dirais... on ne veut pas, en tout cas, revenir... Non, mais
Je veux dire, même revenir à ma petite expérience de 12 ans, là. Je veux dire, ça n'avait pas de bon sens pour moi. Que, veut dire, veut dire, il y avait tout le temps un lien vers le travailleur. Il y a eu à l'usine de mon grand-père des luttes syndicales que moi j'ai appuyées. Je veux dire, en tout cas, quand j'étais étudiant à l'université, j'ai appuyé le mouvement syndical qui a fait une grève à l'usine de mon grand-père. Je veux dire, en tout cas, donc c'est de très longue date. Je veux dire, c'est pas. Et par la suite, quand j'étais employé au CLSC ou j'étais employé ailleurs, veut dire, j'ai toujours été actif dans le mouvement syndical, de fait. Mais c'est autour des mêmes préoccupations, dans le fond. Veut dire, en tout cas, voilà. Fait que donc, c'est pas récent, là. C'est de très longue date. Très longue date. Puis, dans le fond, c'est ça, le regroupement que vous parliez, c'est Coton 46, c'est ça? Ben, Coton 46, ça donne, c'est parce que ça célèbre une fameuse grève qui a eu lieu à Valleyfield en 1946. Vous avez écrit un texte là-dessus. Oui, pas juste écrit un texte. C'est surtout... on a demandé à Madeleine Parent, qui a été une des leaders de ce mouvement-là en 1946 à Valleyfield, de réaliser justement un petit vidéo sur l'historique de cette grève-là, qui était une grève marquante dans l'histoire du Québec, qui n'est pas suffisamment connue et que, à très juste titre, Madeleine Parent décrivait comme étant un des premiers coups de clairon de la Révolution tranquille au Québec. Oui. De fait. Ça a été une lutte épique, là, cette bagarre-là de 1946, avec les 3000 employés qui travaillaient à cette usine-là, qui sont tombés en grève et qui confrontaient le gouvernement du Plessis, l'évêché qui bagarrait contre le syndicat, en tout cas la chambre de commerce, etc., là, en tout cas. Et ça a été un soulèvement de toute la ville de Valleyfield, finalement, qui a fait que la compagnie a fini par comprendre que la compagnie a fini par comprendre la mobilisation des travailleuses et des travailleurs a mis la compagnie au pas. Là, dire, non, ça finit. Là, le genre de contrôle que tu avais sur la ville auparavant, c'est fini. Donc, Coton 46, c'est ça, c'est une célébration de la détermination, du courage, de la détermination que les gens ont eu à l'époque. Et, mais c'est en même temps, on l'a incorporé comme une organisation, de fait. On a une incorporation, comme avec la troisième partie de la loi des compagnies, l'organisme communautaire, qui est une coalition intersyndicale avec des représentants sur le conseil d'administration de chacune des organisations, CSN, FTQ, CSQ, etc., la FIC, la PTS, etc. Et à chaque année, on organisait toutes sortes d'activités. On organisait à un moment donné un bazar, d'autres moments donnés, on organisait des rallyes automobiles, des activités qui nous permettent à chaque année de ramasser un 5 000 qu'on destine à chaque année à un organisme de la région, la plupart du temps des organismes communautaires, et des projets aussi. On a financé des bouts de pistes cyclables, en tout cas, etc. Là, en tout cas, de contribuer, se servir de la force du mouvement syndical dans notre région pour contribuer au développement de la région en fonction des valeurs mises de l'avant par le mouvement syndical. Voilà. Tu vois, ça, je pense que ça l'aide à combattre le cynisme quand on fait des actions concrètes, de dire, même si on a aidé un bout de piste cyclable, on a quelque chose. Ouais, j'avoue que ça doit aider un peu à tout ça. Mais j'avais une question, en fait, parce que quand on parle de syndicats, on dirait que dans les dernières années, ou peut-être décennies, on entend plus de monde qui chiale, là, les syndiqués, blablabla. C'est comme si dans les années, depuis toutes ces années-là, c'était des grands combats. Mais là, on dirait que c'est plus... Je sais pas comment vous dealez avec l'espèce de critique de le syndicat, ça protège les paresseux, blablabla, qui est pas mon idée. Mais c'est juste pour ramener la discussion. Écoute,
il y a des problèmes à l'intérieur du mouvement syndical comme dans n'importe quel mouvement. Mais c'est d'avoir une vision un peu plus haute de la chose. C'est pas parce qu'il y a des problèmes à résoudre, je veux dire, le problème de la syndicalisation de ceux qui sont mal pris et qui sont difficiles à syndiquer, puis etc. Et veut dire, bon, des problèmes, des fois, des règles un peu strictes là, d'application de la règle de l'ancienneté qui, dans certains cas, veut dire, cause plus de problèmes qu'il en résout, etc. C'est des problèmes à regarder au sein du mouvement syndical et à résoudre. Mais le moindrement qu'on regardera ça de haut, là, en tout cas, on travaille actuellement à faire une revue là, pour illustrer comment le mouvement syndical dans la région du Suroît, puis particulièrement de Valleyfield, a contribué au développement. Si on était resté là, dans le temps de la Montreal Cotton à Valleyfield avec des petits salaires de misère, puis pas de fonds de pension, puis etc., là, ouais. Tous les commerçants de Valleyfield n'existeraient pas. Ouais. S'il n'y avait pas eu et qui ne continue pas d'avoir une action syndicale pour améliorer les conditions de travail, les conditions même de santé, sécurité au travail, de lutte contre les accidents de travail, puis etc. En tout cas, le travail, là, veut dire, ça donne à être le moyen de gagner sa vie, là, veut dire, et veut dire, ces conditions-là de travail, veut dire, ça détermine le niveau de bien-être pour les gens. Cette action-là demeure fondamentalement. Et si on y regarde vraiment attentivement, veut dire, en tout cas, je sais, j'entends les critiques qu'il y a du mouvement syndical. Ça, en tout cas. Pas t'en compter des pas corrects, là, mais non, mais tu dis, ça protège les pognes-culs, là. C'est sûr qu'on entend. Ouais, mais... ben, écoute bien. Veut dire, ça veut dire... je te dirais que ça dépend des cas. Là. C'est la job de l'employeur. Mettons ça comme ça. Là, si on veut regarder ce genre de petits problèmes-là, c'est la job de l'employeur de voir que si quelqu'un... Moi, en tout cas, je te dis, là, comme syndicaliste, comme syndiqué dans le domaine de la santé et des services sociaux au CLSC, en tout cas, il m'est arrivé d'aller dire au patron, écoutez, là, ce travailleur-là, là, il fait du tort plus qu'il fait du bien à la population. Là. C'est ta job à toi là, de le mettre au pas. Ouais. Il m'est arrivé de dire ça à un patron comme militant syndical. Ouais. Bon, c'est peut-être pas l'exemple l'exemple le plus intelligent à mettre de l'avant, mais c'est pour dire, de fait... Et de l'autre côté, ben là, en tout cas, c'est ça. C'est un système de protection. C'est la possibilité pour la personne, c'est son droit de vivre, son travail. Là. Que ça soit protégé et qu'il y ait, que les patrons s'occupent de leurs affaires de leur bord, puis que les syndicats s'occupent de leurs affaires de leur bord. Mais beaucoup plus important que les anecdotes, là, de regarder à quoi sert le mouvement syndical globalement et comment il est une organisation fondamentalement progressiste, extrêmement importante. C'est probablement à cause du fait d'un mouvement syndical aussi important au Québec que, soit dit en passant, c'est au Québec qu'il y a le moins d'écart entre riches et pauvres. Ouais. Bizarrement, c'est au Québec où est-ce que c'est qu'il y a le plus d'organisations collectives, de coopératives, d'entreprises d'économie sociale.
c'est au Québec qui a été un chef de file dans l'émancipation du mouvement des femmes. Et pour beaucoup de toutes ces questions-là, le mouvement syndical y a été comme une force extrêmement importante. Donc, en tout cas, ouais, ça ne règle pas tous les problèmes, non, mais il faut avoir une vision, là, en tout cas, ouais, voilà. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, il y a l'expression où il y a de l'hommerie, là, dans le sens que, tu sais, dans les syndicats, il y a eu des problèmes, mais au privé, je veux dire, on peut regarder, mettons, la FTQ qui a eu les gros scandales, mais je veux dire, SNC, privé, a eu des scandales de collusion, tu sais, le Parti libéral. Fait que c'est pas lié au syndicalisme. Je veux dire, c'est à un moment donné, des fois, il y a des gens qui ont du pouvoir et que ça va pas bien. Oui, il y a des gens. Mais ça va arriver partout, là, tu sais. En tout cas, il ne faut pas que ça arrive, mais ça arrive. Mais je veux dire, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est ça, fait que ça a surveillé, évidemment. Mais là, justement, là, vous êtes sur quel projet, là? Est-ce qu'il y a des trucs, là, des combats? C'est quoi qui se passe présentement? Là? Sûrement, l'hôpital, j'imagine l'hôpital de Valleyfield, ça continue. La question de l'hôpital de Valleyfield qui est loin d'être réglée, de fait, et qui a des conséquences. Excuse? Je m'excuse de vous couper, mais c'est pas un truc comme mère-enfant, c'est-tu, où je me trompe? C'est parce qu'une des conséquences, là, un des services qui fermerait, c'est le centre mère-enfant. C'est une affaire qui n'a pas d'allure. Là. À force de ramasser de l'argent avec la fondation de l'hôpital, là, la population a financé au-dessus de 2 millions de dollars, a financé l'installation d'un centre mère-enfant pour les naissances à l'hôpital. Puis là, ils veulent tout transférer ça à Vaudreuil. Et pas juste ça. 10 autres services, 9 autres services. Là. Le centre mère-enfant, c'est-à-dire, il n'y aura plus d'accouchement qui se ferait si ça va dans le sens que ça a été dit, plus d'accouchement. Et pour les personnes âgées, extrêmement important aussi, il y a une population relativement âgée et faible de revenus dans le coin de Valleyfield. Là, puis les services d'ophtalmologie, d'audiologie, de médecine nucléaire, en tout cas, tout ça se déménagerait il va rester quoi, à Vaudreuil. L'urgence? Pardon? Il va rester quoi, l'urgence? Il va rester d'autres activités, mais des activités qui sont cruciales pour jeunes familles. La pédiatrie, ça s'en irait là-bas. Là. Les salles d'accouchement s'en iraient à Vaudreuil. Et les services, comme je disais, là, audiométrie, ophtalmologie, chirurgie de l'œil, en tout cas, déménageraient là. Les catégories qui sont... Il faut dire une chose, là, c'est que dans le cas du Haut-Saint-Laurent, là, la région de Holmstown, Huntingdon, etc., et Beauharnois-Salaberry, la ville de Valleyfield, ce sont les régions qui sont à peu près, là, qui ont les indices de pauvreté les plus importants de toute la Montérégie. Ouais. Et c'est dans ce secteur-là qu'on enlèverait des services qui regardent particulièrement des gens jeunes, mères monoparentales, défavorisées, population âgée, défavorisée, etc. C'est là qu'on enlèverait des services pour les amener. Donc, oui, ça c'est une bagarre extrêmement importante maintenant, là, autour de laquelle je suis actif, avec un paquet d'autres mondes. Ouais, puis ça, c'est justement l'idée on enlève ça de Valleyfield, ça amène l'autre problème aussi de transport entre les régions. Quelqu'un à Huntingdon, déjà aller à Valleyfield, si t'as pas d'auto, bon, compliqué, mais à Vaudreuil, c'est c'est beaucoup trop loin. Là. Oui. Fait que ça amène aussi à la surface ce problème-là de transport. Ça illustre. Ça, c'est un gros problème. Là. Tout à fait. On ne réglera pas ça en 5 minutes ici. Là, Tout à fait. La lutte va continuer. C'est un enjeu pour le développement de la région de l'extrême sud-ouest du Québec, de fait, d'une façon extrêmement importante. Là, un problème crucial pour l'enjeu de ce développement-là d'une région agricole et ouvrière. C'est ça, là. Quand on est à Vaudreuil et à Saint-Lazare, là, on est dans des municipalités
qui sont pas industrielles. Là, veut dire, c'est des villes dortoirs. Les villes dortoirs qui sont une extension une extension du West Island de Montréal. Veut dire, et si ça se concrétise de la manière que ça se concrétise, veut dire, c'est un abandon du secteur sud-ouest, là, ce qui est le long des lignes américaines et de l'Ontario, là, tout ce raccoin-là qui est déjà un coin immensément défavorisé, qui serait encore plus défavorisé. Moi, ça me révolte. Ouais. Ça me révolte. Mais non, mais tu sais, il faut le dire. On va avantager une région qui est déjà avantagée. Comment? En défavorisant plus une région qui est déjà défavorisée. Moi, c'est ça. Tu peux... non, mais je comprends, puis ça me fâche aussi dans le sens... Parce que c'était caché sous le fait que, évidemment, la région de Vaudreuil avait besoin d'un hôpital. Parce que tout à fait. Ça a explosé la population. C'est compliqué. Mais c'est ça. C'est la façon de le faire et c'est la façon de gérer ça qui fâche un peu. Là. Même beaucoup. Ça a été un des principes de la réforme Barrette, de regrouper des services sans tenir compte des besoins de la population. C'est une façon gestionnaire à partir du ministère de regarder les problèmes sans tenir compte de la réalité de la population concrète sur le terrain, en tout cas. Mais on pourrait quasiment faire une boucle avec les CLSC que vous étiez à l'époque. On dirait aujourd'hui... c'est... Ça, c'est... Soit dit en passant, dans le cadre de la campagne électorale, il y a eu 2 partis qui ont mis de l'avant un retour et de la remise en force des CLSC. C'est la plus belle invention au monde qui avait été faite, les CLSC, dans l'idée qu'il y en avait là. Que la première ligne soit concentrée autour des CLSC. Les CLSC sont répartis partout sur tout le territoire du Québec. Là, c'est devenu des spécialistes avec peu de moyens, mais des spécialistes du maintien à domicile. Et ça doit continuer d'être ça. Mais la fonction d'être vraiment un endroit où est-ce que c'est qui est concentré la première ligne, que ça fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par année au niveau des CLSC, avec des services médicaux, services de psychologues, travailleurs sociaux, etc. La hache qui a été mise dans les CLSC, là, et pourtant, ils sont répartis sur tout le territoire du Québec. L'infrastructure est comme là, tu sais. Mais c'est juste... Et je suis pas sûr. Là, le go, là, il veut faire des hôpitaux privés, là, faire des exemples de 2 hôpitaux privés. Il ne mettra pas ça de l'avant. Mais ce qui a été mis par Québec de l'avant, par Québec solidaire, et soit dit en passant par le PQ, le PQ également, ça serait de revamper, remettre sur la carte les CLSC, veut dire, comme étant la solution par rapport au GMF qui restent des entreprises privées, là, il faut le dire. Là, veut dire, ça répond à un certain nombre de besoins, mais ça reste des entreprises privées, veut dire, au profit des propriétaires de ces GMF-là. Veut dire, il devrait mettre une hache là-dedans, puis revamper les En tout cas, ça, c'est une autre question. La question ça tourne tout autour des médecins qui se considèrent comme des entrepreneurs indépendants, totalement financés par l'État, totalement financés par le gouvernement, mais eux autres sont des travailleurs indépendants, puis ils peuvent décider de qu'est-ce qu'ils font, être complètement indépendants, là, puis en tout cas... ils ne sont pas des employés de l'État. Ils sont des entrepreneurs indépendants. En tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais non, puis de toute façon, le temps commence à diminuer. Fait que si on repart un gros débat de la société, on va déporter. Mais tu sais, ça me faisait penser, vous dire, c'est la fin des CLSC, tout ça. Puis, mais tu sais, tu as Beauharnois qui s'organise en faisant une coop qui est essentiellement...
Coop de santé. Ça, tu sais, dans l'idée que on a les médecins, on va avoir des spécialistes qui peuvent venir faire 1-2 journées, puis d'avoir des gens. Fait que, tu sais, c'est un peu ce modèle-là CLSC que justement, ça crée un vide, fait que les gens sont obligés de se recréer une coop, de se recréer quelque chose ensemble, tu sais. Fait que c'est fâchant un peu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais peut-être revenir un peu sur Agora parce qu'on a repassé ce syndicalisme, mais ça m'intéressait un peu, dans le fond, de savoir les sujets, ça peut aller vraiment n'importe où. C'est un peu dans... C'est historique, social. Je te dirais deux préoccupations. Qu'est-ce qui est en débat dans la société? La prochaine rencontre là, qu'on va faire, on prévoit deux conférences sur le thème de l'immigration. Okay. Parce que, veut dire, en tout cas, quand on en parle là, en lien avec les partis politiques, là, ils n'en parlent pas sérieusement. Là. Fait que donc, un bel exemple, on s'organise pour qu'à chaque session, c'est-à-dire 2 fois par année, on a la session d'automne puis la session d'hiver. Fait que 2 fois par année, au moins, on va chercher un sujet au niveau international. À ce moment-là, la dernière qu'on a faite, là, c'est sur la guerre en Ukraine. Okay. Un point de vue différent qu'on a demandé à un prof d'université, M. Seymour, en tout cas, peu importe, là, venir faire une présentation là-dessus. D'autres fois, ça va être sur la situation en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Là, mais les autres sujets, en tout cas, c'est ça, sur des thèmes des objets qui sont discutés et où il y a là, par exemple, une autre qu'on va organiser prochainement aussi, là, c'est une conférence sur le dernier rapport du GIEC. Ouais. Le dernier rapport du GIEC est extrêmement important parce que là, il mettait l'accent sur des solutions aux problèmes, qui est une façon de combattre le cynisme et de combattre l'espèce d'éco-anxiété, etc. Et malheureusement, ça a sorti à peu près en même temps que le début de la guerre en Ukraine et ça a très peu retenu l'attention. Bon, on va inviter un conférencier à venir faire le détail de ce que c'est qu'il y avait dans ce rapport-là. C'est dans ce sens-là, le genre de conférence qu'on organise, de fait. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Oui. Très intéressant. Ça m'intéresse même beaucoup. Et soit dit en passant, toujours avec le même organisme de Café Agora, on organise également, au début c'était 1 fois par année, maintenant c'est 1 fois aux 2 ans, on organise un concours Don Quichotte. OK. Qui vise à honorer une personne qui est allée au bout de ses convictions puis qui a réussi à faire avancer des choses dans la région. La plupart, c'est des gens qui ont été actifs au niveau des groupes communautaires et qui passent complètement inaperçus. C'est pas eux autres les héros. Les héros, c'est des chefs d'entreprise, c'est des je sais pas trop qui, des politiciens aussi ou ça. Mais ces personnes-là qui bagarrent pour faire avancer des choses là, sur le terrain et qui passent la plupart du temps complètement inaperçus, bon, on organise un concours pour célébrer ces gens-là une fois. Bon, on faisait 1 fois par année au début. Là, on le fait 1 fois aux 2 ans. Avec, on leur remet un cadre qui a été une œuvre qui a été faite par un artiste de la région qui personnifie un Don Quichotte qui va au combat pour faire avancer les choses. Voilà. Voilà, écoute, ça finit bien tout ça. Il faut arrêter ça là. Ça passe vite. 55 minutes, c'était vraiment, vraiment agréable. Je vous remercie. Grand plaisir à moi aussi.